s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Christian Savard, qui est le directeur général de Vivre en Ville, a signé un texte qui m'a surpris quand même, où il affirme ce que je dis depuis longtemps. Et je croyais parfois prêcher un peu seul dans le désert. On a beau avoir toutes sortes de solutions pour essayer de régler la crise du logement, mais selon M. Savard et cette lettre qu'il fait paraître sur le site de Vivre en Ville et sur les médias sociaux, il y a une solution qui trône au-dessus de toutes les autres en matière de logement, c'est d'augmenter l'offre disponible. J'en parle avec le dit Christian Savard. Bonjour Christian, merci d'être avec nous à l'émission. Je rappelle, Bonjour. comme je l'ai fait à l'instant, là, que vous êtes directeur général de Vivre en Ville. Donc, peut-être commençons là, par le commencement. La plupart des économistes le disent depuis une décennie, l'offre est clé dans la résorption des enjeux d'abordabilité. Pourtant, les municipalités, les gouvernements, les acteurs communautaires, ils sont allés d'à peu près toutes les mesures possibles et imaginables, certaines bonnes, d'autres moins, mais sauf celle-là, on dirait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment mis beaucoup l'accent sur la question de l'offre en tant que telle. Comment vous expliquez cet entêtement à démultiplier toutes les autres solutions, sauf celle qui est peut-être la plus importante? C'est une très bonne question. Je pense qu'on a tendance parfois à sous-estimer certains facteurs, voir des problèmes sur les intentions des gens, voir des problèmes dans le système. Et il y en a des problèmes dans le système immobilier, mais somme toute, lorsqu'on regarde les choses froidement, on se rend compte à quel point avoir une offre suffisante est primordial, et on voit que le point déclencheur de la crise actuelle, c'est quand que les taux d'inoccupation sont devenus faméliques, quand ils sont passés vers 1% dans un paquet de villes au Québec, et dans un paquet de pays dans le monde d'ailleurs, et c'est là que ça s'est déclenché, parce que la rareté a entraîné la spéculation et entraîné la spirale vertigineuse d'augmentation des coûts de l'immobilier. Je tiens juste à préciser que on commence vraiment à bouger du côté des villes. Un peu partout au Québec, là, on met en place, on accélère des projets. Donc, il y a une certaine reconnaissance là de la part des pouvoirs publics de l'importance de l'offre. Et comme je le mentionne dans mon texte, la communauté métropolitaine de Montréal a mis dans ses objectifs d'avoir 5% de taux d'inoccupation, ce qui est vraiment, c'est pas aussi haut que nous on voudrait, mais c'est vraiment une reconnaissance que même que le fameux 3% traditionnel est pas suffisant. C'est dans la bonne direction. Donc, il y a une prise de conscience qui est pas assez rapide, qui a pas été assez rapide et qui nous met dans la situation qu'on est actuellement, mais il y en a une. On salue d'ailleurs les équipes de la CMM. Je vous parlais des élus municipaux. Puis bon, j'ai fait une petite montée de lait plutôt cette semaine, là, suite notamment à la décision de la ville de Lévis, qui est devenue la dernière municipalité, suite à de nombreuses autres, à taxer les nouvelles unités d'habitation. Puis bon, on peut dire que faut financer les villes, puis là-dessus, on peut dire beaucoup de choses. L'Union des municipalités a des solutions, la Fédération aussi, j'en ai, vous en avez certainement, mais on a comme démultiplié cette taxation à l'immobilier ces dernières années, que ce soit les redevances de développement, que ce soit pour le REM ici, peut-être un jour à Québec, le tram. On a mis énormément de coûts additionnels dans le système pour financer ceci et cela, mais ce qui fait en sorte que on répète comme un espèce de mantra, une recherche d'abordabilité, mais on fait tout, il me semble, pour ajouter des coûts. Comment, puis je pense que c'est un peu la mission de Vivre en Ville, du moins ce que j'en comprends, mais comment est-ce qu'on peut faire une meilleure pédagogie auprès des élus municipaux, justement, pour que tous s'entendent sur la finalité d'augmenter l'offre, puis autant que possible qu'on trouve d'autres solutions que la taxation directe là, pour financer l'expansion des villes? Il y a une chose pour nous qui nous apparaît essentielle. Vous êtes oui, c'est bon. Oui, nous apparaît essentiel. Oui, c'est bon, il y a eu un changement dans mon écran. Qui nous apparaît essentiel. Et puis effectivement, les redevances de développement ont déjà été favorables dans le passé. Avec la situation actuelle, on l'est moins. Parce que vous avez raison, ça augmente les coûts. C'est tentant hein, de taxer ça. Ça veut dire que ça taxe juste le nouvel arrivant dans la ville, celui qui achète. Celui qui construit. Donc, c'est pas,
taxes pas l'ensemble des citoyens, mais c'est pas une bonne idée, effectivement. Je dirais que si on se compare à l'Ontario, c'est vraiment pas si mal. Eux, c'est à coût de dizaines de milliers de dollars, là, les redevances de développement, là. Donc, nous, on est encore dans des eaux un peu moins inquiétantes. Pour nous, une chose qui nous apparaît essentielle, et je veux juste le dire, améliorer l'offre ne sera pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres choses à changer dans le système d'un point de vue immobilier. Mais une des choses qu'il faut faire, c'est récompenser davantage la construction, donc notamment en faisant pas en sorte que ça coûte plus cher, et moins juste la simple possession immobilière. J'irais même plus loin, la possession immobilière devrait pas donner de trop grands rendements parce que ça fait en sorte qu'il y a trop de monde qui en veulent et ça crée cette spirale inflationniste-là. Donc, il faut que notre régime fiscal favorise effectivement la construction et non pas juste la simple possession et que les gens deviennent millionnaires juste à acheter des portes parce qu'on fait des rendements de 10 %. C'est pas normal de faire des rendements de 10 % sur sa valeur de l'immobilier. Ça veut dire qu'on suivra jamais l'inflation et le système va casser comme il casse actuellement. Donc, vous avez raison, il faut favoriser la construction et les redevances de développement sont souvent pas une bonne idée et très souvent en plus, c'est un peu paramétrique, peu importe la porte, peu importe les pieds carrés. Tu t'achètes un petit condo, ça te coûte 5 000 $ de redevances de développement, tu t'achètes une Monster House, tu as 5 000 $ de redevances de développement. Ouais. Il y a aussi quelque chose là qui est injuste là, et c'est probablement pas la bonne avenue pour le financement des villes pour les prochaines années. Je vous repose la question. Bon, vous avez répondu à... C'était une longue question, partiellement ma faute, mais donc je reviens à cette affaire. J'ai quand même un sentiment que dans plusieurs villes du Québec, les élus sont mal outillés, puis bon, on leur reproche pas, ils n'ont pas fait des études en économie. Je pense que vous avez étudié en aménagement du territoire. Les élus sont pas toujours qualifiés au sens éducatif pour prendre ces décisions-là. Comment on fait une meilleure pédagogie des élus pour éviter que d'autres taxes comme celle-là viennent s'ajouter au fardeau des développeurs, puis pour justement peut-être faire évoluer plus favorablement la fiscalité au cours des prochaines années? Ben, il y a une certaine partie qui est de la pédagogie. Nous, on se rend compte que, puis c'est pas un discours qui plaît aux élus, mais nous, on se rend compte que les juridictions qui ont réussi à prendre le taureau par les cornes ont souvent eu des approches un peu plus qui viennent des paliers supérieurs de gouvernement, qui ont mis en place des règles du jeu pour favoriser la construction, parfois encadrer certaines redevances de développement, par exemple, ou certaines taxations municipales pour favoriser la construction. Donc, je crois qu'à un moment donné, ça va être l'État québécois qui va devoir dire OK, ça cause des problèmes. Il ne faut pas oublier que la crise du logement, là, ça cause des problèmes sociaux importants. Le plus visible, c'est l'itinérance. Mais derrière chaque itinérant qu'on voit dans la rue, il y a au moins 10 personnes qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes d'anxiété parce qu'ils n'y arrivent plus, parce qu'ils sont mal logés, parce qu'ils restent dans le sous-sol de leur beau-frère. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Donc, à un moment donné, ça va devenir la responsabilité du gouvernement du Québec de faire en sorte de mettre le cadre législatif. Le gouvernement fédéral a aussi un rôle à jouer, notamment en financement du logement social, mais aussi avec ses mesures fiscales, pour faire en sorte qu'on va favoriser la construction pour avoir une abondance d'offres. Donc, il y a une pédagogie à faire avec les élus municipaux, mais on peut pas les convaincre tous un par un. Et donc, à la fin, là, il va falloir que Québec mette ses culottes. Tout à fait. J'en suis rendu là parce que c'est inquiétant la situation. Le marché immobilier, la situation s'est un petit peu améliorée, mais pas suffisamment et il va falloir en faire beaucoup plus. J'ai une petite dernière pour vous. Dans l'article, vous parlez de Vienne. Ça tombe bien, j'ai habité Vienne pendant quelques mois, pendant mes études. Ouais. C'est une ville absolument magnifique. Et à Vienne, on le répète là, à peu près sur toutes les tribunes en habitation, il y a à peu près la moitié, grosso modo, des logements qui sont des logements, on pourrait dire sociaux, là, mais au sens, c'est des beaux logements. C'est des logements donc, qui appartiennent soit à l'État ou à la ville. Bref. Et ma question pour vous est la suivante. C'est une question qui me taraude quand même un peu. J'ai habité là, moi, comme étudiant, mais croyez-vous que les Québécois sont prêts à sacrifier, ce qui est quand même un rêve irrationnel en mon sens, mais est-ce qu'on est prêt à sacrifier le rêve de propriété au Québec pour avoir un système éventuellement qui serait comme celui-là? Parce que quand 50% de la population est dans du logement qui appartient à la ville, ben c'est des gens qui n'achètent pas des condos. Ils ont des placements, ils achètent autre chose, mais la propriété immobilière chez nous est comme une espèce de vertu cardinale, à tort ou à raison. Croyez-vous qu'on serait
prêts à sacrifier culturellement ce rêve-là pour migrer vers un modèle plus proche du modèle autrichien? Ben, de toute manière, il y a quelque chose de culturel, de nord-américain, là, de posséder là, sa maison. Donc, nous fait de faire des choix irrationnels, vous l'avez dit. Hein, parfois, être locataire coûte moins cher c'est selon différents calculs qu'on peut faire. Sans ils viennent, c'est sûr qu'il va falloir réussir à avoir davantage de logements à but non lucratifs sur le marché pour venir un peu jouer le rôle de tampon. Puis également, ben lorsque le privé construit moins, le social construira plus pour toujours avoir de l'abondance. Donc, il va falloir, et il faut pas oublier que Vienne, ça s'est fait, c'était historique, hein, c'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est fait sur des décennies. Un paquet de logements. Ça s'est fait sur des décennies. On n'arrivera pas, même l'objectif de 20% qui est de plus en plus partagé par de nombreux acteurs, va être difficile à atteindre. Donc, je crois que c'est un peu rhétorique parce qu'à la fin, on n'y arrivera pas. Mais même pour être propriétaire, il faut que les logements coûtent moins cher parce que le logement devient un peu le vecteur dans lequel se définit le coût de l'immobilier. Donc, même pour devenir propriétaire, c'est une bonne idée que les coûts du loyer coûtent moins cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut miser sur l'abondance et actuellement, c'est ça c'est un des principaux freins. Il y en a d'autres. C'est toujours des sujets. Toutes les discussions. Non, c'est toujours des sujets qui font beaucoup mais réagir. C'est effectivement super important. Fred Bastien, Voilà. est-ce qu'on a des... rapidement, on a Patrick là, qui nous écrit que, selon lui, dans le passé, les propriétaires faisaient des investissements à long terme, puis maintenant, ils déplorent qu'ils veulent faire des rendements plus immédiats. Alors, l'opinion de Patrick sur cette situation. Très intéressant. Puis effectivement, je pense que Christian Savard en parle dans sa lettre, cette espèce de financiarisation du modèle de l'immobilier. Christian Savard, c'est un plaisir. En tout cas, je m'étais promis qu'on se jaserait un de ces quatre. Donc, c'était sur ma bucket list. C'est maintenant fait. Des vacances qui démarrent dans quelques minutes, peut-être? Ah non, elles sont terminées dans mon cas. Je profite de la période tranquille pour faire du contenu. On sera solidaires. Ben, nous aussi, ça tombe bien. On sera solidaires de vos prochaines semaines. Alors, je rappelle que Christian Savard est directeur général de Vivre en Ville. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.